Merci de nous rejoindre aux 20h, Madame, Messieurs. Bonsoir. À la une ce soir, une femme est décédée, Alex Mamaemo, pour non prise en charge. Les médecins affiliés au SINAMED ont radicalisé la grève depuis hier lundi. Ce mouvement pénalise le fonctionnement des hôpitaux publics. Constat avec nos équipes sur le terrain. C'est à suivre dans cette édition d'information. Ouverture des travaux de la 6e semaine de l'industrialisation de la SADC, facilitation du commerce, transformation locale de minerais, les thèmes soumis au débat aujourd'hui au Palais du Peuple, conférence lancée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. 36 morts, dont 4 casques bleus depuis le déclenchement du mouvement anti-MONUSCO et plus de 170 blessés. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo instruit le gouvernement. Le président de la République a tenu hier une réunion des crises. Nous aurons le compte-rendu en début de ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir encore une fois. Bienvenue. La demande du peuple congolais sur le départ de la MONUSCO a été entendue hier au cours d'une réunion de crise présidée par le chef de l'État. Des instructions ont été données au gouvernement pour accélérer les discussions. Le secrétaire général de l'ONU présente au chef de l'État au cours d'un entretien téléphonique ses condoléances suite au drame à la frontière des Kasindi le dimanche dernier. On écoute le porte-parole du gouvernement pour le compte-rendu de cette réunion. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kasindi. À cette réunion ont pris part le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le Premier ministre chef du gouvernement, ainsi que les membres de la commission spéciale du gouvernement déléguée dans la province du Nord Kivu conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, et comprenant le ministre de l'Industrie et celui des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Y ont également été associés le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement, ainsi que la chef de la maison militaire du chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord Kivu et au Sud Kivu, consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Elle avait pour mission de faire l'évaluation générale de la situation, en faire le bilan et ensuite apporter les réconforts et les soutiens du gouvernement aux populations qui ont été directement touchées par ces événements malheureux. Elle a aussi fait le point de la situation consécutive aux incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la RDC, au poste frontière de Kasindi survenu pendant qu'elle séjournait dans la région. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 morts, répartis comme suit. 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Il a aussi été dénombré près de 170 blessés. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Butembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Pendant la réunion, le président de la République
a aussi fait part de son entretien ce jour avec le secrétaire général des Nations Unies qui lui a exprimé ses vives condoléances après les incidents graves survenus à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le président de la République lui a aussi fait part de sa totale désapprobation du comportement des casques bleus à la base de ces incidents et de la nécessité de s'assurer que le coupable soit sévèrement sanctionné. Il a par ailleurs rappelé au secrétaire général des Nations Unies que le retrait du M23 de toutes les localités occupées, conformément au communiqué de Nairobi, à la feuille de route de Luanda et à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er juin 2022, est une condition nécessaire à la baisse de la tension. Enfin, le président de la République a réitéré son appel au calme. Je vous remercie. 2 août, aujourd'hui, une pensée pour toutes les victimes du génocide congolais. Un mémorial a été érigé place des Évolués à Kinshasa en souvenir de nombreuses victimes des agressions perpétrées en République démocratique du Congo. Et le sang des victimes continue à crier justice. Nous ne vous oublierons jamais. Et puis, en bref, le chef de l'État a signé en date du 27 juillet 2022 3 ordonnances. La première autorisant la ratification de la Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie, voilà, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres ordonne. Article 1er est autorisé conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1 de la Constitution. La ratification de la Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie, signée à Ankara le 7 septembre 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 27 juillet 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifié conforme à l'original le 27 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur de cabinet. Deuxième ordonnance, toujours à la date du 27 juillet, autorisant cette fois-ci la ratification de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements des infrastructures entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar, vu la nécessité et l'urgence, sous proposition du gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er est autorisé conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1 de la Constitution la ratification de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar, signé à Doha le 10 février 2022. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 27 juillet 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 27 juillet 2022. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur de cabinet. 27 juillet encore 2022, cette ordonnance autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er est autorisé conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1 de la Constitution
la ratification de l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie signé à Ankara le 7 septembre 2021, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3, la présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 27 juillet 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur de cabinet. Jean-Michel Samalukonde lance un appel aux investisseurs du continent à investir dans le potentiel que regorge la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a lancé ce message à l'ouverture des travaux de la 6e semaine annuelle de l'industrialisation tenue au Palais du Peuple. On fait le point avec Pati Tondango Kizunda et Julien Piana. La République démocratique du Congo, honorée par la 6e semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC, ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, ces assises qui visent à booster l'économie des pays de la sous-région à travers la facilitation du commerce, la transformation locale des minéraux et autres, ainsi que le développement de la chaîne des valeurs, s'est tenue en marge du 42e sommet des chefs d'État de cette organisation sous-régionale. Pour Jean-Michel Samalukonde Kyenge, la République démocratique du Congo a besoin aussi des investissements privés pour développer ce secteur vital. Avec un esprit managérial, il a à l'occasion lancé un appel aux industriels présents d'exploiter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Ce thème nous interpelle au regard des ressources naturelles que regorge notre espace, plus particulièrement la République démocratique du Congo. L'industrialisation nous permettra de mettre en valeur toutes ces potentialités. La République démocratique du Congo détient plus de 80 millions de terres arables avec une pluviométrie régulière, une faune et une flore qui pourront bien lui permettre de développer une chaîne agro-industrielle. En présence du secrétaire exécutif adjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a souligné l'importance d'une politique agressive d'industrialisation pour que la République démocratique du Congo cesse d'être seulement un marché pour les pays industrialisés, mais plutôt l'industrie qui répond aux besoins des autres. Le ministre de l'Intégration régionale Didier Manzenga s'est réjoui de l'organisation de cette 6e semaine annuelle d'industrialisation de la SADC en République démocratique du Congo, qui du reste rencontre la politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de porter haut l'industrialisation de la sous-région sous son mandat. Je l'ai dit au sommaire, hôpitaux sans médecins depuis hier lundi à travers tout le pays et on compte déjà les morts dans certains hôpitaux publics, dont l'ex-Mamaemo ici à Kinshasa. Cette grève divise. Le Simeko, qui n'a pas suivi le mot d'ordre, reproche aussi Named d'avoir quitté la table de négociation à Bibois. Sur le terrain, les malades sont entre les mains des stagiaires. Constat avec nos reporters Dieu merci Kanza, Joël Kayembe Siande et Constance Mananga. L'on se croirait dans un entrepôt, des mousses superposées, des lits vidés de ces malades. C'est l'image inhabituelle des hôpitaux suite à la grève décrétée par les médecins congolais affiliés au syndicat national des médecins SINAMED. Quand nous sommes allés à Bibois, dernièrement ici au mois de juin, pour évaluer, nous avons remarqué que l'accord a été réalisé à 15-20%. Et on n'était pas d'accord avec le gouvernement. Curieusement, le gouvernement voulait qu'on puisse signer un avenant pour que les choses soient reportées en 2023. Et les médecins de SINAMED n'ont pas été d'accord. Depuis ce 1er août, cette grève est passée d'un service minimum à une grève sèche. Cette grève va durer le temps que le gouvernement de la République sera assez sensible aux revendications des médecins. Le SINAMED a écrit au chef du gouvernement en date du 28 juin 2022 en lui transmettant sa communication et en lui adressant un préavis de grève. Les malades présents sollicitent du gouvernement un dialogue social avec les blouses blanches pour sauver des vies et éviter l'irréparable. Depuis que j'ai oxygène, le docteur du coup,
Notre maman avait besoin d'oxygène. Il n'y avait aucun médecin. Et depuis qu'ils sont partis chercher cet oxygène, ils ne sont jamais revenus jusqu'à ce que notre maman est décédée. Dans l'enceinte des quelques hôpitaux, les blouses blanches aperçues sont en majorité des médecins stagiaires et ceux affiliés au syndicat de médecins du Congo, SIMECO, qui n'observent pas la grève à la différence de SINAMED. Nos opinions sont différentes et notre attitude également différente. Pour les SINAMED, 20% seulement des revendications ont été prises en compte par l'État employeur. Dans l'entretemps, les syndicats s'est dit ouverts à une reprise des négociations pour un nouveau pacte social. Autre chose, des mensonges distillés dans l'opinion contre le chef de l'État, Christophe Mbosso, les rejette en bloc. Le président de l'Assemblée nationale sollicite un second mandat pour Félix-Antoine Tshisekedi. Ce message a été lancé au cours d'une rencontre avec la dynamique des pasteurs du Congo. Sylvie Moembo, reportage. Regroupés au sein de la dynamique des pasteurs de la province du Kwango, ces hommes de Dieu sont venus confirmer auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Diapwanga, leur soutien total au garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux institutions de la République. Surtout en ce moment particulier où la partie est de la RDC est agressée par le Rwanda sous couvert du M23. Il est de leur devoir de demander à Dieu sa miséricorde. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de rétablir la vérité par rapport au discours de mensonges distillés ces derniers temps dans l'opinion. Et tout ce que les gens sont en train de raconter contre le chef de l'État, c'est du mensonge. Je viens du camp Luka. Tshisekedi ne fait rien. Il y a des réalisations. Mais ce n'est pas le moment des bilans. On fera les bilans. Si vous dites Tshisekedi n'a rien fait, moi, je suis avec Tshisekedi, donc moi non plus, je n'ai rien fait. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on le dira. Avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Très satisfait de ces échanges, les pasteurs regroupés au sein de la dynamique de la province du Kwango sont répartis avec la conviction d'avoir été entendus. Processus d'évaluation environnementale et sociale en République démocratique du Congo. Quelques compatriotes sont formés pour cet exercice. L'atelier se tient à Kinshasa et a été ouvert par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. On fait le point avec Chimène Dondo. La République démocratique du Congo, qui est en pleine protection de son environnement et tient à s'assurer d'une bonne mise en œuvre de processus de l'évaluation environnementale et sociale. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a procédé à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation et renforcement de capacités des opérateurs judiciaires de la ville de Kinshasa sur le processus d'évaluation environnementale et sociale. Ici, c'est l'atelier des ateliers. C'est la formation des formateurs. Je considère ça comme ça, de sorte qu'après ici, que ça soit disséminé en province comme ailleurs. Parce qu'à Kinshasa, ici, c'est vrai, il y a des assujettis en matière environnementale, mais à l'intérieur, c'est grave. Les gens ne comprennent même pas que pour ériger une maison, il faut qu'il y ait une étude d'impact environnemental. Ça, c'est très important. Donc, nous avons pensé que c'était important d'aller avec les acteurs principaux, bien sûr qui sont du côté de l'État, mais aussi après continuer à vulgariser avec nos partenaires qui sont en fait des promoteurs de projets. L'implication des opérateurs judiciaires dans ces processus va sans nul doute concourir non seulement à la vulgarisation de la loi, mais aussi et surtout aider l'Agence congolaise de l'environnement à réaliser sa noble mission d'évaluation environnementale et sociale. e-Foncier, c'est le projet pour numériser le cadastre et sécuriser les titres fonciers et immobiliers en République démocratique du Congo afin de lutter contre la fraude. Ce programme a été lancé à Kinshasa. La signature de ces contrats entre le ministère des Affaires foncières et l'entreprise e-Procède en présence du ministre de la Communication et Médias, représentant son collègue du numérique, est une concrétisation d'un projet majeur du gouvernement RD congolais qui permettra d'atteindre l'un des objectifs prioritaires du plan national numérique à l'horizon 2025. Je peux donc affirmer en toute responsabilité qu'une nouvelle ère s'ouvre pour les
l'administration foncière congolaise. Le projet e-foncier aura pour l'avantage la sécurisation de titres fonciers immobiliers, la numérisation du cadastre et la modernisation du secteur foncier en RDC. Pour le ministre Mouyaya, cet exercice va véritablement aider la République. Et cette initiative viendra apporter, comme le ministre Sakombi l'a dit tout à l'heure, une véritable révolution avec une centralisation de toutes les données du pays qui permettra d'être sûr au moins que notre terre est bien gérée. Vous savez que la terre, c'est la principale source de richesse à la fois pour les Congolais et pour le Congo. Dans sa parole, le directeur général de e-Procède a préféré plutôt parler des avantages. Par le simple fait qu'en termes d'emplois directement créés par e-Procède, on parle ici de 1500 positions sur le territoire national, donc c'est une contribution directe avec des retombées estimées aux alentours de 4 à 5 000 emplois indirects. Donc c'est une contribution somme toute très concrète, mais aussi et surtout au travers des campagnes de formation, de mise à jour en termes technologiques du personnel de l'État, en l'occurrence ici des affaires foncières. La cérémonie de 6 jours s'inscrit dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi d'impulser le secteur foncier par la numérisation et la modernisation du cadastre congolais. Des tueries sauvages, l'occupation du territoire national par des troupes étrangères, c'est le quotidien de la population dans la partie est du pays. Cela malgré la présence de la MONUSCO, l'association des femmes pour la paix exprime son ras-le-bol. L'appel à la cessation immédiate de la triste et longue série de meurtres à caractère génocidaire est lancé par les femmes membres des organisations féminines, actrices sociales engagées dans les actions pour la paix et le développement. NON. Plus jamais ça. Nous, femmes membres des organisations féminines actrices sociales engagées pour la paix et le développement en ces jours de la Journée internationale de la femme africaine JIFA 2022, réclamons le départ de la force onusienne MONUSCO en République démocratique du Congo. Affecté directement par la recrudescence des atrocités dans cette partie du pays ayant causé des millions de pertes en vies humaines, lâchement tués, des déplacés massifs de la population dans les conditions fragiles extrêmement inhumaines, dont les femmes et les enfants et les personnes vivant avec handicap sont véritablement victimes au premier plan, et demandons leur cessation immédiate car la violence n'engendre que la violence. Nous recommandons au gouvernement de la RDC, en tant que garant constitutionnel de la sécurité et de l'intégrité territoriale, de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sur toute l'étendue du territoire national, de libérer Bunagana illégalement occupé par les groupes terroristes du M23, encadrer la mise en œuvre du plan de sortie des troupes de la MONUSCO afin de ne pas connaître un nouveau sévrage des tristes mémoires. Malgré leur adhésion au processus de paix, certains groupes armés continuent à se promener avec les armes dans la province de l'Ituri. C'est inacceptable. Le général Johnny Luboyanka Chama, gouverneur de cette province, a rappelé ces mesures au cours d'une réunion avec les commandants des grandes unités Junior Selemani. Pendant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, déterminé à mener à bien le processus de pacification de la province. C'est dans cette optique qu'il a réuni ce mardi 2 août des commandants des grandes unités et des régiments de forces armées pour échanger, notamment sur certaines dérives de groupes armés signataires des actes d'engagement de cessation des hostilités, affirme le général-major Peter Chirimouami, commandant de la 32e région militaire en Ituri. Il y a certains groupes armés qui n'ont pas compris l'acte d'engagement et qui parfois s'égarent. Ils aillent en dehors des principes et se promènent avec les armes. L'autorité a voulu tirer l'attention des commandants que cet acte d'engagement n'est pas un libertinage, qu'il ne faudrait pas que les groupes armés se promènent comme ils veulent, ils doivent se conformer à la règle. Le troisième élément qui est aussi essentiel, l'autorité a insisté beaucoup sur les tracasseries militaires et il a beaucoup mis les points sur la discipline. Il faudrait qu'on se conforme à la règle, conformément au règlement militaire. Et tout égarement est punissable. Et donc les commandants doivent prendre leurs hommes à main pour qu'il n'y ait pas d'indiscipline. Au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, le commandant de la 32e région militaire appelle la population à continuer de faire confiance à son armée pour lutter contre tous les auteurs de violence en Ituri. Tout message que nous donnons toujours à la population,
c'est les rassurer qu'il y a une armée qui est là, qui veut à leur protection conformément à nos missions régaliennes. Nous avons donc comme mission la défense de l'intégrité du territoire et les frontières, aussi la protection de la population et leurs biens. Et donc, le commandant des opérations a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour protéger notre population et sécuriser nos frontières. Il convient de signaler que le gouverneur militaire de l'Ituri a donné des instructions claires à ses commandants de grandes unités et de régiments pour mettre fin à la tracasserie de la population sur certains axes routiers. Soutien au FARDC, la population des Kananga appelée à porter à cœur les troupes engagées au front. Message relayé au cours d'une messe dite sur place. Eugénie Dada Chabani. La détermination des FARDC de neutraliser la force négative M23 et ses alliés rwandais suscite un élan patriotique à tous les Congolais, ce qui justifie le fait que l'honorable Jean-Pierre Kayembe Ilunga, l'élu de Kananga, a mis à profit ses vacances parlementaires pour sensibiliser la population du Kasaï central à soutenir les FARDC au front. Des Kananga, en passant par les villages Kelekele jusqu'à Dibaya, c'était le même message. J'ai une tenue particulière. C'est dire que nous sommes venus de manière particulière demander à la population kanangaise et à la population centre-kasaïenne de pouvoir soutenir le président de la République, chef de l'État, qui est le commandant suprême de FARDC, de soutenir nos vaillants soldats qui sont en train de se battre à l'est de la République pour sauvegarder l'intégrité territoriale. À Mwambamboui, il a organisé une messe d'action de grâce et de soutien au FARDC. Il a par la suite invité les autorités traditionnelles à ne pas rester indifférentes face à l'agression du pays. D'une pierre deux coups, l'honorable Jean-Pierre Kayembe, qui fait du développement du Kasaï central son cheval de bataille, a appuyé financièrement les PME des femmes de cette province. Pour lutter contre l'insécurité qui a élu domicile dans cette contrée, l'honorable Jean-Pierre Kayembe a doté cette ville de lampadaires à panneaux solaires. Une action très saluée par la population. La population du Kasaï central était prête à se soulever pour protester contre les tirs de la MONUSCO à Kassindi. L'honorable Jean Kayembe a appelé au calme. Puisqu'on parle de l'armée, en date du 28 juillet 2022, le président de la République a signé une ordonnance loi portant programmation militaire 2022-2025. Le président de la République, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Je vous lis quelques articles du premier chapitre sur les dispositions générales. Article 1er. La présente ordonnance loi détermine les échéances des crédits de paiement et la tranche du budget relatif aux dépenses d'équipement et de développement des forces armées pour une période de 4 ans allant de 2022 à 2025. Article 2. Ces crédits de paiement doivent être transcrits dans les lois de finances annuelles pour atteindre les objectifs de développement des forces armées. Article 3. Au terme de la présente ordonnance loi, on entend par acquisition, processus qui consiste à déterminer les besoins des forces armées et acheter les approvisionnements y afférents en fonction de la procédure en vigueur, caserne, cité dans laquelle vivent exclusivement les militaires et leurs dépendants et ou dans laquelle les militaires effectuent les activités des services et ou d'entraînement. Je m'en vais vite vers la fin. Voilà. Fait à Kinshasa, le 28 juillet 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur de cabinet. Pour tous les détails, c'est mieux de se référer au journal officiel. Commerce, promotion des investissements des produits congolais. Les entrepreneurs nationaux apprennent les techniques de promotion du Made in Congo. Ils se préparent à l'ouverture d'un marché qui va se tenir en novembre prochain à Maryland, aux États-Unis. Iverson Kaboba, Keren Kankolongo. En prélude d'exportation des produits congolais sur le marché américain, les entrepreneurs et les maires des villes
sont en formation sur la chaîne d'approvisionnement et les processus de jumelage des villes, communes, collectivités locales d'Afrique avec les villes des États-Unis. À cela s'ajoute le renforcement des capacités liées aux fondamentaux sur l'ouverture du Trade Center dans la zone de libre-échange de Maryland et présentation des projets de l'économie sociale et solidarité. Les participants vont bénéficier de l'expertise de l'ANAPEX attendue par la Agence de promotion des exportations, une initiative de la structure dénommée Africa Femmes Performance en partenariat avec le ministère du Commerce d'État du Maryland, a expliqué la présidente de cette structure. Notre atelier, c'est pour la formation des producteurs, des entrepreneurs, des exportateurs pour envoyer les produits à l'exportation sur le marché américain au travers de d'autres plateformes. Le Global Business Network, Africa Femmes Performance, est en train de mettre en place. Il s'agit de promouvoir les produits africains sur le marché américain via le Trade Center que nous allons ouvrir au mois de novembre dans l'État du Maryland. Les PME sont invités à participer à cela pour avoir l'information. Vous savez, quand on a l'information, on a tout. Au bout de ces 3 journées économiques de formation et d'encadrement, les producteurs, transformateurs ainsi qu'exportateurs des produits de haute demande sur le marché américain vont être en mesure de répondre au projet d'ouverture en novembre 2022 du centre américain. Santé, 2 centres hospitaliers sont sortis des terres à Tchangou, c'est ici à Kinshasa, 2 unités de formation médicale pour offrir des soins de qualité à la population de cette partie du pays. Il s'agit d'un geste de la dynamique Kilubu SDK. Détail, Georges Frédéric Nzibou. Déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la couverture santé universelle, la dynamique Séraphine Kilubu vient de procéder à l'inauguration de 2 centres hospitaliers dans les districts de la Tchangou. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui a coupé le ruban symbolique en présence des points focaux de cette grande association caritative. Nous sommes ici pour l'inauguration des différents centres initiés par la vice-ministre de la Défense. C'est vraiment pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine. Séraphine Kilubu Kutuna, vice-ministre de la Défense nationale et présidente de la dite association, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et a adressé un sincère remerciement au Premier ministre, chef du gouvernement, dans la coordination des actions du gouvernement en faveur de la population. Voilà un bijou qu'on vous donne, mais nous croyons, avec la foi que nous avons, que les choses vont vraiment avancer. Un appel a été lancé à tous les bienfaiteurs de se joindre à la dynamique Séraphine Kilubu pour bâtir ensemble le bien-être du peuple congolais. Les personnes vivant avec handicap, précisément des surdité, font face à de nombreuses difficultés pour leur réinsertion sociale. Un groupe a été voir la ministre des Mines, Antoinette Samba, les a rassurés sur les dispositions prises par le gouvernement. La vie des personnes vivant avec handicap de surdité a des défis au quotidien. L'accès à la scolarité, au travail et aux soins de santé est un parcours des combattants dû notamment à la difficulté d'interprétation des langages des sourds. Une délégation des malentendants et des sourds qui font des plaidoyers pour la prise en charge de l'handicap de surdité dans la société congolaise a conféré avec la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, question de lui soumettre les doléances de ces personnes vulnérables. La patronne des mines a pris acte et a promis de soumettre leurs doléances à sa collègue, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est sensible à votre cause. C'est pourquoi il a nommé un ministre qui représente toutes les personnes vivant avec handicap. Il fait de son mieux pour améliorer vos conditions de vie. Bientôt, il va faciliter votre mobilité en mettant de bus à votre disposition.
si baintégre bapersone vivant avec handicap otango bazosengela bakota na babus bazala na facilité ya komata na kati ya bus. On termine par ces images du mémorial érigé ici à Kinshasa, précisément sur la place des Évolués, en souvenir de nombreuses victimes des agressions perpétrées en République démocratique du Congo. C'était aujourd'hui 2 août. Pour dire à nos compatriotes qui sont à Rutshuru, qui sont actuellement à Bunagana, pour leur dire que vous êtes des Congolais, on est de cœur avec vous. Le Congo, c'est votre patrie. Et vos frères et sœurs congolais qui sont à Kinshasa, qui sont ailleurs dans la République, on ne va pas lâcher. Aujourd'hui, nous voulons nous réconcilier avec notre mémoire. Nous voulons recommémorer les victimes des génocides qui s'est passé au Congo, parce qu'on estime que pendant 3 décennies, les Congolais ont été tués, ont été massacrés pour être des Congolais. Et nous disons génocide parce que c'est un génocide dû pour des raisons économiques. Donc aujourd'hui, nous voulons montrer à l'opinion internationale que les Congolais sont décidés à valoriser leur mort, à dire non à ce qui s'est passé et à projeter un avenir commun sur un pays dans lequel il n'y a pas la guerre et dans lequel la mémoire et la justice sont valorisées. 2 notes noires pour complètement boucler cette édition d'information. Le ministère du Portefeuille a le regret d'informer sur le décès du colonel Ferdinand Maïna Bichilo, père biologique de la ministre d'État, ministre du Portefeuille, la princesse Adèle Kainda Maïna, mort survenue le 28 juillet 2022 à Kinshasa des suites d'une longue maladie à l'âge de 76 ans. Le programme des funérailles se présente comme suit. Vendredi, le programme était déjà enclenché depuis le vendredi 29 juillet 2022 par un culte d'action de grâce. Et aujourd'hui, mardi 2 août 2022, à partir de 20h à l'aube, veillée mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale du centenaire protestant. Et demain, mercredi 3 août 2022, 7h11, arrivée de la famille en toute intimité à la morgue du cinquantenaire. 8h11, levée du corps pour la cathédrale du centenaire protestant. 9h11, début, culte d'action de grâce suivi du recueillement en la cathédrale du centenaire protestant. Et à 11h11, fin du culte et départ pour inhumation à la nécropole entre terre et ciel pour le cabinet Clément Mouchengezi, directeur de cabinet. Et la grande famille Luambwa et Anita Luambwa, journaliste à la RTNC, ont la profonde douleur d'annoncer aux familles, proches et amis le décès de leur père, grand-père, oncle Crispin Luambwa, ancien éditeur du journal Taïfa Magazine, décès survenu le vendredi 29 juillet 2022 à Kinshasa. En attendant le programme officiel, le deuil se tient en la résidence familiale 6 avenue Kokolo, numéro 36 à Binza, Pigeon. Toutes nos condoléances à Anita Luambwa. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je reviens demain à 20h.